Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. L'énergie est la joie éternelle, disait le poète et artiste William Blake. Comment développer son énergie et sa vitalité ? L'énergie est notre bien le plus précieux, elle est cette vitalité qui nous permet de réaliser nos rêves et projets. Pourquoi alors avons-nous si souvent le sentiment de manquer d'énergie ? Parce que nous nous coupons de nous-mêmes, de notre propre source d'énergie. Chacun a une source d'énergie bien singulière. Notre vitalité a plusieurs piliers, alimentation, exercice physique, sommeil, gestion des émotions, connaissance de soi, force mentale, focus, maîtrise de son temps. Développer chacun de ces piliers permet de développer son énergie. Jean-Charles Troisbal, bonjour. Vous êtes un athlète de haut niveau, sprinter international. Vous avez été recordman du monde du 4x100 mètres et double champion d'Europe. Vous vous décrivez aujourd'hui comme un impulseur d'énergie collective. Et vous venez nous donner des clés et conseils concrets pour développer notre énergie et notre vitalité et nous expliquer en quoi elles nous permettent d'accéder à notre plus haut potentiel, d'améliorer la manière dont nous nous amenons au monde et par conséquent d'améliorer également nos relations aux autres. Mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, Jean-Charles, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Bonjour Marc, bonjour à tous. Comment j'occupe mon temps ? Pour moi, le passage sur Terre, c'est un passage d'expérimentation. Donc, je cherche à expérimenter, je cherche à ressentir, je cherche à grandir aussi. Je pense que c'est ce qui m'a toujours guidé, que ce soit quand j'étais athlète ou maintenant. Finalement, c'est quand je suis bien, je me dis comment je peux être encore mieux. Quand je fais quelque chose, je me dis comment je peux le faire encore mieux ou comment je peux le faire en moins d'énergie finalement. Quand vous regardez un exploit sportif, ce qui caractérise les plus grands exploits sportifs, c'est très souvent ce sentiment que wow, il y a quelque chose de naturel, ça coule quoi. C'est évident, il y a comme une évidence quoi. Et pour moi, pas simplement dans le sport, mais les gens qui m'inspirent sont les gens qui m'amènent ça aussi, qui m'amènent cette fluidité. Enfin voilà, et là je me dis voilà, ça c'est des gens qui sont connectés à eux-mêmes finalement, qui laissent passer la vie à travers eux. Et c'est pour ça, je crois que le sport peut inspirer. Donc voilà, j'essaye de trouver, en tout cas je cherche cette fluidité dans la vie comme j'ai pu la chercher dans ma carrière d'athlète. Alors nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que vous ayez rencontré et comment est-ce que vous l'avez transformé de manière concrète à votre avantage, mais aussi du coup à l'avantage des autres et de la communauté ? Le principal obstacle que j'ai rencontré, je crois que c'était ma peur de perdre. Parce que derrière la peur de perdre, je crois que j'avais la peur de mourir. J'avais cette croyance, peut-être je l'ai encore d'ailleurs, parce que ce serait présomptueux de dire que c'est complètement réglé, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai eu à surmonter, notamment dans ma carrière d'athlète, et même bien avant d'ailleurs, parce que je me souviens quand j'étais un adolescent, par exemple, quand je faisais quelque chose, c'était une question de vie ou de mort pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je perdais, je mourais en fait. Et donc, je m'autorisais zéro droit à l'erreur ou à l'échec ou à la défaite. Ça a été mon driver aussi pendant très longtemps. C'est aussi quelque chose qui m'a construit, qui m'a permis d'aller chercher des ressources justement pour éviter cette défaite. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a détruit. Et physiquement, puisque ma carrière s'est terminée par une rupture de tendon, ce qui est aussi très symbolique. Mais pour moi, c'était je dois réussir. C'est pas je peux réussir, je dois réussir à tout prix. Et il n'y avait pas d'autre place que ça. Je crois que ce que j'ai progressivement réussi à construire, à intégrer, c'est que gagner, c'est pas forcément gagner quelque chose d'extérieur. C'est aller chercher le meilleur de soi-même en acceptant toutes les issues possibles, qu'on gagne ou qu'on perde. L'important, c'est d'avoir donné le meilleur de soi-même. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Je suis pas en train de louer le perdant magnifique de Coubertin. C'est pas ça que je dis. Je dis pas l'essentiel, c'est de participer. Ouais. Je dis, pour moi en tout cas, c'est de donner le meilleur de soi-même. Vraiment se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, je me suis entraîné, comme si tout dépendait de moi. Mais à un moment, je m'en remets aussi à quelque chose d'autre que juste la force de ma volonté. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui me permet d'être dans la vie de manière plus sereine aussi. En tout cas, j'accompagne les gens pour essayer d'aller chercher au-delà de leur mental, au-delà des objectifs extérieurs à eux, mais d'aller chercher leurs ressources à l'intérieur d'eux-mêmes.
Merci Jean-Charles. Pour vous, Jean-Charles, quels sont les piliers de l'énergie et de la vitalité? Et s'ils existent, en quoi les maîtriser nous permet de nous élever un peu plus dans nos vies? Les piliers de l'énergie et de la vitalité, pour moi, tout est connecté. Il y a vraiment cette notion de l'énergie, c'est une seule chose, c'est plusieurs choses séparées. Alors, pour en parler, on va parler d'énergie physique, d'énergie émotionnelle, d'énergie mentale, d'énergie spirituelle, mais au final, l'énergie, c'est ce flux qui passe à travers nous et qui nous donne à la fois cette envie, cet élan, cette impulsion, cette énergie pour aller de l'avant, pour vivre, pour être pleinement, pour être complet, pour être plein. On peut parler d'énergie physique, d'énergie spirituelle, d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, et il faut bien pouvoir le définir pour essayer d'agir dessus. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les gens qui le vivent le plus pleinement ne se posent pas toutes ces questions-là. Quand on est en énergie, on est en énergie, on n'a pas besoin de se demander comment ça vient. C'est des constructions justement un petit peu trop mentales. Le jour où je suis bien, le jour où tout coule à travers moi, j'ai pas besoin de me demander de quelle source vient cette énergie et comment elle est venue là, etc. C'est juste être, voilà, plutôt qu'essayer de faire. C'est être, voilà, et laisser la vie circuler à travers soi. Un animal ou un enfant, il se demande pas, c'est l'incarnation même de l'énergie hein, et de la force vitale. Hein. Il se demande pas d'où ça vient, comment ça vient, qu'est-ce qui se passe. Il est juste là. C'est ça finalement qui peut inspirer le sport, parce que finalement le sportif, il construit effectivement beaucoup de choses. Au final, ce qui compte, c'est le jour J quand il va être sur le terrain, comment il va laisser cette énergie circuler complètement à travers lui, pour pouvoir aller au-delà même de parfois de ses objectifs. Hein. C'est ce qui s'est produit pour nous quand on a encore du monde, hein, parce qu'on est allé au-delà de l'objectif qui était de gagner la course. On est allé battre le record du monde, donc aller sur une planète où personne n'était encore jamais allé. Hein, mais c'est ça pour moi, laisser circuler l'énergie, c'est être capable d'avoir conscience de tout ce qui bloque cette circulation, pouvoir le remettre en mouvement. Il y a cette notion de blocage et de mise en mouvement pour moi dans l'énergie, de libre circulation en fait. Quand on parle d'énergie, on ne va pas chercher quelque chose d'extérieur à nous. Ça, ce serait du dopage. Quand on cherche un produit extérieur, on se dit ouais, ça va m'aider à atteindre un objectif. Ça, c'est quand on est dans cette dualité, quand on est voilà, on pense que la seule chose qui compte, c'est l'atteinte de l'objectif. Mais quand on est dans une vision plus globale, justement, on est capable de laisser les choses se faire tout ce qu'il faut et laisser les choses se faire. Voilà. Il y a cette notion d'équilibre, d'harmonie dans l'énergie. C'est vrai qu'on aspire tous à ça, à juste pas se poser de questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bien s'alimenter nous donne de l'énergie, une énergie qui est nécessaire pour nous permettre de nous investir dans les autres dimensions de notre vie. Est-ce qu'on peut dire que règle numéro 1, manger de la vraie nourriture en matière d'alimentation? C'est fondamental. Je pense que quand on veut prendre soin de son énergie, on prend soin aussi de ce qu'on fournit à notre véhicule, hein, qui est notre corps. Donc c'est important effectivement d'être attentif, comme pour d'autres choses, hein, mais c'est important d'être attentif à ce qu'on met dans sa bouche et à ce qu'on met dans son corps. Que chaque aliment, justement, possède aussi lui une énergie vitale. Donc c'est important de savoir ce qu'on met. C'est sûr que si on prend du sucre raffiné, des plats tout préparés, pas beaucoup d'énergie vitale. Hein, et je parle pas de l'énergie calorique. Hein, c'est deux choses différentes, mais l'énergie vitale, c'est ce qui va animer nos cellules aussi. Hein, c'est pas juste l'essence, mais c'est aussi tout ce qui va créer cette connexion dans notre corps. Donc ça parle non seulement de calories, mais ça parle surtout de connexion, de vitalité. La vie, finalement, c'est tous ces éléments invisibles qui vont relier les cellules dans le corps les unes aux autres. Et c'est ça qui va nous donner de la vitalité, qui va faire circuler les énergies dans notre corps. Donc oui, l'alimentation est quelque chose d'important. Moi, ça m'arrive de manger du sucre. Hein, je suis comme tout le monde. Hein, je peux avoir des sacs. Ça me fait plaisir. C'est important parce que ça anime aussi une autre forme d'énergie qui est l'énergie du plaisir. Mais à un moment, avoir conscience, je pense que ce qui est important, c'est la conscience de ce qu'on fait. C'est avoir conscience que si par exemple je prends un dessaert là, je vais peut-être pas en prendre 5 repas de suite, manger du sucre en excès parce que je rentre dans une sorte d'addiction. Oui, je peux me plaisir à un moment, mais d'un autre côté, ça va aussi m'affaiblir parce que je sens que quand je mange du sucre, mes réserves d'énergie, elles ont l'air de disparaître très rapidement. Il se passe l'effet rebond, vous savez, on connaît tous cet effet où on mange du sucre et on passe en hyperglycémie, puis ensuite on est en hypoglycémie où tout d'un coup le corps ne répond plus. C'est important le corps quand on est dans le sport, mais quand on est dans le travail, quand on est dans quelque activité qu'on fasse, c'est important d'avoir une énergie constante. Donc effectivement, être attentif à ce qu'on mange est un des paramètres qui nous permet de nous assurer
dirais, d'une énergie la plus constante possible. Mais c'est loin d'être le seul. Alors, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le mouvement, l'exercice physique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 70% de la population qui vit en ville ou en tout cas en zone urbaine. Et du coup, on a développé des modes de vie urbains assez sédentaires. Pour beaucoup, passer derrière un bureau, un ordinateur ou dans les transports en commun, ça prend une partie importante du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien comme petit exercice pour maintenir le mouvement et développer sa forme physique pour justement lutter contre la sédentarité ou en tout cas éviter qu'elle ne s'empare totalement de nous. Alors lutter, c'est sûr, on peut lutter contre la sédentarité, puis on peut surtout, pour essayer de ne pas se mettre en opposition, on peut surtout se mettre avec soi-même. Comment on peut faire du bien, se faire du bien à soi-même, faire du bien non seulement à tout son être. Notre corps Nourrir est fait le pour mouvement. bouger. Ouais. On a été construit pour bouger. On a été, voilà, nourrir ce mouvement extérieur du coup, de faire bouger le corps, pour aussi nourrir ce mouvement intérieur. Pour moi, quand on parle aussi, y compris de spiritualité, souvent on oublie le corps. Et je crois que c'est une erreur. Trop souvent, on associe la spiritualité à l'immobilité ou au non-mouvement. Il y a une sorte de dualité, et particulièrement en France, on considère que le corps et l'esprit sont deux choses tellement opposées qu'elles ne peuvent pas se rencontrer. Moi, je crois justement à la spiritualité incarnée dans un corps qui bouge, dans un corps en mouvement. Et je crois que la spiritualité, on peut la vivre aussi bien le boulanger qui prépare son pain que l'athlète qui fait ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire et qui quelque part peut être aussi inspirant pour les gens qui le regardent. Il y a cette notion de mouvement global finalement. Et donc, très concrètement, ça, je dirais que c'est pas une option. Aujourd'hui, moi, ça me fait un peu rigoler quand je vois qu'aujourd'hui, le sport est prescrit sur ordonnance. D'ailleurs, sport, moi, je préfère parler d'activité physique parce que il y a des gens qui aiment le sport, puis il y a des gens qui juste aiment voilà, être dans la nature, se balader, être en mouvement, etc. Et pour moi, c'est pas l'un contre l'autre. Les deux sont de toute façon un corps qui bouge, un corps en mouvement. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est pas quelque chose dont on peut se passer. C'est très bien que si jamais on reste immobile, il y a plein de conséquences. Il y a des conséquences sur le taux de glycémie, sur les maladies, sur le moral. Il y a beaucoup d'impacts très délétères de la non-activité. Donc, c'est pas une option. Pour moi, on doit bouger. On peut le faire de plein de manières différentes. On peut même bouger en prenant son balai, en le passant activement dans la maison. On peut bouger en s'activant, voilà, de plein de manières, y compris chez soi. Moi, effectivement, je recommande pratique en extérieur, en nature, parce que je crois que l'effet de la nature vient potentialiser les effets du mouvement. Que le fait d'être en pleine nature, justement, il y a cette connexion à cet élan de vie qu'on voit dans la nature, dans les arbres, dans tout ce qui nous entoure, qui potentialise encore les effets du mouvement, qui donne encore plus d'impact à l'intérieur du corps. Donc oui, bouger, et bouger de manière variée. Pour moi, il n'y a pas que la course, quoi, parce que on est conçu aussi pour pousser, pour tirer, pour faire des équilibres, pour être souple. Le plus on mobilise son corps, le plus on lui donne des chances d'être en bonne santé et de permettre cette circulation de toutes les énergies, justement. Ouais. Chacun doit aussi suivre ses envies. De quoi mon corps a besoin? Qu'est-ce qui fait plaisir au corps? Voilà, quand je parle de ce sujet-là avec quelqu'un, je ne vais pas lui dire il faut que tu fasses de la musculation, il faut que tu fasses. Moi, j'ai un programme. C'est votre rituel, des rituels, on va dire. Mais je vais vraiment essayer de voir avec la personne, mais qu'est-ce qui te plaît en fait? C'est quoi Parce que le plaisir, c'est aussi ce qui va t'entraîner vers ce qui est bon pour toi. Ton corps, il ressent très vite ce dont il se nourrit, ce dont il a besoin. Et ben, qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu aimes être dans la nature? Est-ce que tu aimes... Et puis après, je pense que j'invite les gens aussi parfois à poser la question de la manière dont ils font les choses. Est-ce qu'ils le font pour quelque chose d'extérieur? Est-ce qu'ils courent les yeux rivés sur une montre ou sur un objectif? Ou est-ce qu'ils courent à l'écoute de ce qu'ils ressentent, à l'écoute de leurs sensations, à l'écoute de des informations que leur donne leur corps? Moi, aujourd'hui, je suis plus dans la compétition, évidemment, ça fait déjà quelques temps, mais moi, je vois trop de gens qui finalement se mettent en mouvement, mais se font mal en fait. Créent du mouvement pour pouvoir, on dirait, se punir de quelque chose. Ouais, il fonctionne à la volonté. Ouais. Voilà, au mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui impose au corps quelque chose qui est très souffrant, douloureux. Chacun son histoire et je respecte, mais en même temps, j'alerte aussi sur le fait que quand on force le corps à un moment, il peut se passer l'effet inverse de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des dirigeants et malheureusement, il y en a beaucoup qui fonctionnent que là-dessus, c'est-à-dire que sur le dépassement, quelque part un peu artificiel de soi. Et alors déjà, ils se dépassent dans le boulot, puis en plus, ils vont se dépasser après dans des choses extrêmes, etc. Et puis après, on s'étonne à 50 ou 55 ans de voir des gens qui ont
des accidents cardiaques, qui font des AVC. Alors, il y a le stress, mais il y a aussi le fait de vouloir toujours être dans quelque chose de souffrant, dans quelque chose de dur. Et on considère que finalement, grandir, c'est toujours aller taper des limites. Ouais. Et pour moi qui a été sportif de haut niveau aussi, hein, et bien sûr qu'aller rechercher des limites, ça peut être grisant, mais il faut le faire de manière très respectueuse aussi. Sportif de haut niveau, il peut pas être tout le temps on n'a pas tout le temps le pied sur l'accélérateur. Il y a des jours où on va se rentrer dedans, il y a des jours où on va faire des séances très dures, effectivement, mais le lendemain, il faut avoir le geste de lever le pied et de récupérer. Ouais. Et c'est en se mettant à l'écoute de ce que nous dit notre corps, de ces rythmes intérieurs, on peut trouver un équilibre qui, justement, va nous faire grandir progressivement, harmonieusement et respectueusement. C'est vrai que quand on court, parfois, donc j'ai pas mal couru aussi, pas à votre niveau bien sûr, mais je suis plutôt né venu sur cette terre avec une capacité de coureur de fond. C'est pas pour ça que je l'ai beaucoup exploité, mais il y a une période où j'étais un peu dans la performance. Du coup, j'allais plus courir, ça me faisait pas du bien, et donc à un moment, je me suis posé la question, je me dis, ok, il faut que j'apprenne, si je dois courir aujourd'hui, il faut que ça me fasse plaisir. Donc, on se connecte un peu plus à ses pensées, à ses sensations, mais ça s'apprend. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens courir, mais qui font ça dans une logique de performance ou parce que le voisin fait ça. Ça s'apprend, c'est ça. C'est ça. En fait, tant qu'on n'est pas soi-même, on passe à côté. Et je pense qu'effectivement, plus que ça s'apprend, je dirais que ça se ressent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est se mettre à l'écoute de soi-même. C'est pas forcément la lumière, elle vient pas forcément de l'extérieur, elle vient pas forcément de loin. Elle vient de se connecter à soi-même. Et souvent, les gens qui vont trop loin, c'est les gens qui sont coupés d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font pour les autres, ils font pour atteindre quelque chose d'extérieur, mais ils oublient la chose la plus importante, c'est de se connecter à eux-mêmes. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens quand je fais une séance comme ça? Comment je me sens après? Ça, c'est le meilleur des guides. Connectez-vous à vos sensations. Comment vous vous sentez quand vous revenez là? Je croise des gens qui courent, ils sont tout rouges, ils sont sûrs, ils sont transpirants, ils ont le masque de la souffrance. Et encore une fois, je ne dis pas qu'à certains moments, il ne faut pas se dépasser, aller chercher un petit peu ses limites, mais on ne peut pas être tout le temps comme ça. L'invitation que je fais, c'est vraiment mettez-vous à l'écoute de vous-même. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Sinon, les gens se retrouvent parfois avec des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes de cœur, des problèmes de tout ce que vous voulez, juste parce qu'ils n'ont pas écouté les signaux qui venaient de l'intérieur. Pourtant, il y en a. Pourtant, il y en a. Bien souvent, très très souvent, avant que le corps ne lâche, il envoie des signaux. Attention, là, tu forces trop, ou t'es trop lourd pour courir. Les genoux qui disent, je peux pas supporter, quoi. Ce poids-là est trop important. J'ai essayé toujours de prendre ça en compte. Quand mon corps me disait, il faut ralentir, j'essayais de le faire. J'ai toujours bien fait. La preuve, c'est que effectivement, à la fin de ma carrière, j'ai eu une rupture de tendon d'Achille, mais justement parce que je crois que je me suis laissé entraîner par quelque chose d'extérieur et que j'ai oublié d'écouter l'intérieur. Et ça, c'est vraiment. Vous savez, si vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur, vous n'aurez pas besoin d'aller voir le médecin qui vous dira ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire et comment vous devez le faire. Le médecin, en général, il connaît bien les maladies, mais il ne connaît pas la santé. Voilà. Enfin, très souvent. Moi, je crois que la meilleure personne pour parler de votre santé, c'est de vous mettre à l'écoute de vous-même, de votre guide intérieur, finalement, qui va vous dire si ce que vous faites est juste pour vous ou pas. Voilà, cette notion de justesse, pour moi, elle est importante. Effectivement, on n'est pas des robots. On dit que Napoléon dormait 3 ou 4 heures par nuit et on associe ses grands accomplissements au fait qu'il dormait peu. Mais pour la plupart d'entre nous, quand même, on a besoin de 7 à 8 heures de sommeil. On est des êtres humains. Et donc, on a besoin de sommeil. C'est un pilier du développement de la vitalité. Et vous avez besoin de dormir combien de temps, Jean-Charles? 9 heures. Moi, je suis un gros dormeur, plutôt 8-9 heures, 8-9 heures. J'ai surtout besoin de me coucher tôt. Je ne dis pas que j'arrive à tous les coups, mais je sais très bien que si je veux avoir une nuit réparatrice et me sentir bien, j'ai besoin de me coucher. C'est quelque chose que j'ai hérité aussi de mes années d'athlète. Je me souviens très bien de quelqu'un qui disait les nuits de sommeil après 10 heures sont en bonne qualité. Alors après, c'est probablement pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'était vrai. C'est-à-dire que quand je me couche tard, même si je dors longtemps, finalement, je sens que je récupère moins bien. Et quand je me couche à 10 heures, pas plus tard que 11 heures, j'ai une nuit de meilleure qualité. Le sommeil, évidemment, est fondamental, de la même manière que la récupération pour un athlète est fondamentale. C'est-à-dire que ce qui permet à un moment de dépenser son énergie dans la journée, c'est aussi parce qu'on a pu se recharger correctement, de manière optimale la nuit. Donc effectivement, le sommeil est quelque chose de très important. Et là, encore une fois, c'est très individuel. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 3 heures, qui peuvent dormir 3 heures, je ne sais pas, ils passent pas un peu les limites, mais il y a des gens qui dorment très peu, il y en a d'autres qui dorment moins. Il y a plusieurs choses à voir. Il y a le court terme et il y a le plus long terme après. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort très très peu, il peut se sentir peut-être bien dans la journée, mais est-ce qu'à long terme, finalement, il ne va pas déclencher aussi
des choses qui sont plus souterraines. Après, c'est chacun, hein. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais en tout cas, il faut, encore une fois, je crois que c'est important d'élever un peu son niveau de conscience de ce qu'on fait et des impacts de ce qu'on fait sur nous-mêmes. Quand je fais ça, comment je me sens? Est-ce que parce que c'est bien pour mon voisin, est-ce que c'est bien pour moi aussi? Donc le sommeil, oui, fondamental. Et chacun, effectivement, doit savoir ce qui lui convient. Le critère, c'est comment je me réveille. Voilà, quelle est mon énergie du matin, finalement? Comment je me sens? Et on voit bien, des fois, on dort longtemps. Il n'y a pas que la durée du sommeil qui est importante. Il y a la qualité du sommeil aussi, hein. De la même manière qu'il n'y a pas que la quantité d'énergie qui compte, il y a aussi la qualité de cette énergie. Voilà, quelle tonalité on va donner à son énergie? Est-ce que c'est une énergie de colère? Est-ce que c'est une énergie de joie? C'est pas les mêmes, hein. Donc les deux sont des formes d'énergie, mais voilà, on voit que sur un plan émotionnel, il peut y avoir aussi différentes intensités, différentes qualités. Ben, pour le sommeil, c'est pareil. Et finalement, c'est de quoi j'ai besoin pour pouvoir récupérer parfaitement la nuit, pour pouvoir me réveiller en pleine forme, avoir de l'envie, avoir de la force. Et puis, il y a aussi de quel rituel j'ai besoin, me réveillant le matin, pour pouvoir animer cette énergie. Concrètement, le matin, je fais des exercices de respiration, des exercices de mobilisation articulaire, des exercices de renforcement, etc. Mais en fonction de ce que je ressens, j'essaie de mettre en place une routine aussi pour pouvoir rentrer dans ma journée. Et cette routine, elle peut être mise en place aussi la veille. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire très concrètement, hein. Éviter les lumières bleues, manger loin des repas. Moi, je sais que si je mange tard le soir, bah, j'ai un sommeil de moins bonne qualité. Donc, manger léger et loin du moment du coucher. du moment où je vais m'endormir, c'est quelque chose qui va m'aider. Orienter mon esprit aussi sur un plan plus mental, orienter mon esprit sur des choses agréables ou me projeter sur des objectifs, avoir des intentions positives, c'est aussi quelque chose qui va orienter probablement mon inconscient pendant mon sommeil et qui en tout cas va me donner une meilleure qualité de sommeil. Tout ça, c'est des petites choses qu'on peut régler individuellement, parce que ça doit se régler individuellement. Il n'y a pas de recette toute faite. Accompagner chacun à identifier ce qui lui fait le plus de bien, voilà, le plus de bien avant de dormir, le plus de bien en se réveillant le matin. Comment je gère mon sommeil, comment je gère mon alimentation, comment je gère l'exercice physique. Voilà, ça c'est des piliers qui sont importants. Il y en a d'autres. Pour récupérer son énergie, on identifie cette source de récupération d'énergie. Est-ce que je me donne le temps de pratiquer ou d'avoir des hobbies? Est-ce que je me donne des moments de détente pour moi aussi, hein, ne serait-ce que des massages, peut-être des saunas, etc. Si jamais ça me fait du bien, ben, est-ce que je me l'accorde? Est-ce que je me donne ce temps? Et puis, il y a aussi l'humour. L'humour, ça, c'est aussi quelque chose d'important pour récupérer son énergie. En fait, hein, les gens trop sérieux, être sérieux sans se prendre au sérieux, moi, je trouve ça super. Voilà, j'aime bien les gens qui parlent de sujets profonds, mais qui se prennent pas trop au sérieux et puis qui savent mettre de la joie et de l'humour. Alors, pour continuer sur les piliers de la vitalité de manière sereine, on va parler de stress. Je crois qu'il y a plusieurs formes de stress, hein. Il y a le stress physique, le stress mental, le stress émotionnel, le stress spirituel. Il y a aussi du stress positif. Comment est-ce qu'on peut comprendre et agir sur le stress? Je vais peut-être essayer juste de faire une petite distinction entre le stress et l'émotion. Le stress, ce serait une émotion vécue sur le long terme. Une émotion vécue sur le long terme et qui donc du coup effectivement se transforme en quelque chose de chronique. C'est pas tout à fait le même au niveau physiologique, c'est pas tout à fait le même ressort. Et là, c'est comme, en fait, vous êtes dans une situation, le stress au départ, c'est ça, c'est l'adaptation finalement à une situation qui survient comme ça dans votre vie. Et par exemple, un animal qui est dans la nature, une antilope voit un lion, bah, elle va avoir une émotion d'un coup de peur, elle va partir. Elle risque de partir très vite. Et puis heureusement, parce que du coup, ça va activer tout son mécanisme de survie. Mais le problème, c'est que le stress, quand c'est pour de la survie, c'est adapté, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de turbo qui se met en route. Sauf que si on rentre dans quelque chose de chronique, là, ça devient épuisant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment pour beaucoup de gens dans le travail ou même dans notre société aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, etc. Ça crée du stress sur du long terme, parce qu'en fait, il y a un mécanisme de survie qui se met en place, qui est en fait un mécanisme d'adaptation à ce qui est en train de se produire, sauf que ce mécanisme s'installe sur le long terme. Et là, c'est comme si en fait, on ouvrait un robinet de fuite d'énergie. C'est comme si finalement, les gens, ils restent dans la peur tout le temps. Ça crée du stress, ce que j'appelle moi le stress sur du long terme. Et ça, c'est épuisant, parce qu'en fait, il n'y a rien qui justifie ça. Qu'est-ce qui bloque finalement chez les gens? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une peur qui reste comme ça? Et puis de travailler justement à apaiser cette peur, déjà à comprendre, ou pas d'ailleurs, et puis à apaiser cette peur pour faire en sorte que la personne retrouve un fonctionnement normal. C'est pas normal d'être stressé en fait. Certains pensent que la performance, elle est directement liée au stress. Si je suis pas stressé, je peux pas être performant.
Ça, c'est une croyance très, très limitante qui est partagée par beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Il y a une expérimentation qui avait été faite sur des pilotes de chasse aux États-Unis en leur demandant s'ils étaient meilleurs quand ils étaient sous stress ou pas. La majorité avait répondu que oui, ils sont meilleurs. Ils se sentent meilleurs quand ils sont en stress que quand ils ne sont pas. En fait, l'expérimentation a montré que ce n'était pas le cas. Quand on n'est pas en stress, on est capable de prendre du recul, on est capable de prendre les bonnes décisions, on est capable de faire exactement ce qu'il faut, mais de manière beaucoup plus juste que quand on est sous stress, en fait. Le stress, c'est un peu une illusion. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, je suis meilleur, je suis activé comme ça, je me sens hyper sollicité, donc je suis en éveil et tout. Mais en fait, ça nous empêche de prendre du recul, ça nous empêche de raisonner correctement. On sait que voilà, quand on a peur, quand on est dans cette peur, même sur le court terme, finalement, ça paralyse une partie de nos fonctions cognitives. Donc, c'est finalement comment arriver à être performant sans être en stress. L'émotion, on peut le ressentir, hein, on ressent une émotion arrive, de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, peu importe. L'important, et la vocation d'une émotion, c'est de passer. Si elle se cristallise, là, elle vient nous handicaper. Elle vient nous gêner dans notre vie, elle vient nous perturber dans notre corps. Hein. D'ailleurs, c'est le joueur de tennis qui va avoir le petit bras au moment de conclure le match, c'est le coureur qui va avoir les jambes coupées, c'est l'orateur qui va plus trouver ses mots. Donc, ça vient nous perturber sur un plan cognitif, ça vient nous perturber sur un plan physique. Donc, cette émotion, il faut savoir quoi en faire. Voilà. Et donc c'est important, effectivement, ça fait partie de ces choses qui interfèrent entre nous et notre pleine réalisation. En fait, on a plusieurs ressources. On a d'abord un propre pouvoir, on a cette capacité nous-mêmes de pouvoir réguler nos propres émotions. Voilà. Quand on sent que l'émotion nous entraîne, ce que ne fait pas forcément la méditation d'ailleurs, mais elle va apaiser, la méditation va apaiser, va atténuer, on va dire, le bruit ambiant. Voilà, ça va nous permettre donc pourquoi pas, mais ça ne va pas régler forcément les choses au fond. Parce que quand on médite, on peut aller mieux, mais si on arrête de méditer, ben, on se rend compte que finalement les problèmes sont toujours là et qu'on n'a pas forcément trouvé une solution. Alors que je pense qu'on est capable d'aller plus loin, chercher à l'intérieur de soi, justement pour réguler les émotions perturbatrices, celles qui nous empêchent d'avancer, et le faire de manière profonde et définitive. C'est quelque chose que je propose parce que là, cette régulation, c'est vraiment une capacité que chacun a de pouvoir prendre en charge ce qui le perturbe, ce qui le dérange, pour pouvoir une sorte de reset, en fait, pouvoir se remettre au niveau, pouvoir se débarrasser de cet inconfort, de l'émotion excessive, de l'émotion négative. Hein. Je ne parle pas de la joie, évidemment, hein, puisque la joie, par contre, ça fait un moteur à la fois profond, durable, puis joyeux un peu aussi quand même. Donc voilà, quand on arrive justement à enlever toutes les autres émotions qu'il y a autour, hein, comme la peur, et puis finalement derrière les autres, que ce soit la colère, la tristesse ou d'autres, c'est très souvent une peur. Très souvent, c'est une peur qui se cache derrière. Donc, quand on arrive à retirer ces peurs-là, ben, on permet à la personne de retrouver l'intégralité de son potentiel. Elle n'a plus besoin de nous parce que du coup, elle peut se connecter à ses impulsions, elle peut se connecter à ses forces de vie qu'elle a à l'intérieur, et vivre son chemin pleinement. C'est ça l'enjeu. J'utilise aussi la cohérence cardiaque. Et alors, c'est amusant parce que la cohérence cardiaque, ça nous permet de voir sur un écran, si on se connecte avec un capteur, ça permet de concrétiser, enfin de voir vraiment sur un écran ce qui se passe à l'intérieur et comment le cœur et tous nos systèmes internes vont se synchroniser. Donc c'est ludique, il y a un côté ludique aussi, et puis on peut vraiment le voir. Il y a des gens qui ont besoin de voir, ça rapproche les gens, ça fait prendre conscience aux gens que quand ils portent leur attention sur une partie d'eux-mêmes, ben, il se passe quelque chose. Quand vous portez votre attention sur le cœur, eh ben il se passe des choses. Quand vous avez une pensée positive, si par exemple vous pensez à quelque chose d'agréable, si vous éprouvez ce sentiment de gratitude, on a pu mesurer aujourd'hui, et les neurosciences ont beaucoup contribué à ça évidemment, mais on a pu mesurer aujourd'hui que ça avait un impact direct sur toute notre physiologie interne. C'est-à-dire qu'on va sécréter des hormones du bonheur, on va se sentir mieux, on va se détendre, etc. Voilà, ça ne va pas forcément guérir complètement, mais en tout cas, ça peut être une aide. Il y a différents outils qui sont adaptés à différentes personnes, et puis c'est surtout différents outils, différentes approches, mais surtout adaptés non seulement à différentes personnes, mais adaptés à la demande de la personne. Voilà, en fonction de ce que demande la personne. On doit se débarrasser de nos chaînes, en fait. Et chacun doit reprendre son propre pouvoir. Voilà, je crois que c'est quelque chose de très important.
et je vais partir de la personne. Je ne viens pas avec une solution toute faite que je viens plaquer sur l'existant. Je vais demander à la personne ou à l'équipe qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui et puis qu'est-ce qui ne marche pas bien. Où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est au niveau relationnel, émotionnel? Est-ce que l'émotion ne circule pas bien dans l'équipe? Est-ce que vous êtes figé sur des sièges et vous sentez que vous ne pouvez pas bouger? Auquel cas, il va falloir peut-être réorganiser un petit peu le fonctionnement de l'équipe et puis permettre que les gens puissent se lever, aller se recharger plus facilement, se mettre en mouvement aussi physiquement. Est-ce que c'est des croyances qui vous limitent? Est-ce que ce que vous faites n'a pas de sens pour vous? Vous ne comprenez pas à quoi vous contribuez, et quelque part, ça, c'est l'aspect spirituel, justement, mais quel est le sens que vous donnez à ce que vous êtes en train de faire ensemble? Voilà, ça, c'est une source d'énergie énorme. Si vous n'êtes pas connecté au sens, au pourquoi vous faites ce que vous faites, à quoi vous contribuez, quel est le sens de tout ça, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir avoir l'énergie suffisante, mais peut-être que ça bloque là, peut-être que ça bloque sur le plan mental. Vous avez des croyances, vous croyez que de toute façon, vous êtes condamné à être une équipe moyenne ou être quelqu'un de moyen. Donc là, c'est plus aller voir au niveau des croyances limitantes. Vous êtes concentré pour X raisons ou à être attentif, voilà. Donc ça, sur un plan mental, il y a peut-être des choses à voir. Ou alors, vous avez des émotions, des peurs. Très souvent, c'est le cas, hein. Très souvent, des peurs qui viennent interférer, qui viennent faire que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, vous n'arrivez pas vous manquez de confiance en vous, vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous êtes dépressif, vous n'avez pas le moral. Voilà, ça, c'est des aspects plutôt émotionnels. Donc, en fait, il n'y a pas une manière de faire pour tout le monde. C'est vraiment prendre en compte la réalité de chaque équipe, la réalité de chaque individu, pour pouvoir aller identifier avec eux où est-ce que ça bloque et qu'est-ce qui doit être débloqué, puis ensuite on le débloque, et puis après, l'équipe, la puissance intrinsèque de l'équipe fait le reste après, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré ce qui bloque, voilà, il faut aussi faire confiance à cette capacité intrinsèque à l'équipe à trouver ces solutions pour pouvoir si on a peur d'avancer et qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça, ça ne va pas le faire. Mais si jamais on arrive à déprogrammer cette peur et puis à montrer que voilà, on y va, et derrière, on va trouver les ressources sont là en fait. Moi, je pars toujours du principe que les ressources sont à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de chaque équipe. Moi, je ne viens pas avec des solutions toutes faites. Je vais, avec mon regard, essayer d'identifier où ça bloque et ensuite, une fois qu'on aura retiré ça, vous allez voir que ça va beaucoup mieux, quoi. Et à l'échelle d'un individu, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. C'est la même chose. C'est vraiment prendre conscience que notre potentiel, il est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Voilà. Donc, moi, il y a une phrase qui m'avait marqué d'un coach qui était un coach de 400, John Smith. C'est Marie-Josée Pérec qui racontait ça et qui disait « Laisse monter la vitesse qui est en toi ». Trop souvent, on demande aux gens d'aller chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Essaye d'accélérer, va plus vite, essaye d'atteindre cet objectif. Alors que là, c'est laisse monter la vitesse qui est en toi. Enlève les blocages quelque part finalement. Et je dirais que ça, c'est un petit peu ma philosophie de l'accompagnement. C'est retirer les blocages qui empêchent chacun d'être lui-même et nous permettre d'exprimer tout. Laisse monter la vitesse qui est en toi, c'est notre manière de le dire, c'est la notion d'accès à son plein potentiel. Le plein potentiel, c'est quoi? Justement, c'est l'alignement de toutes ces dimensions, le corps, la tête, le cœur et l'esprit. C'est la libre circulation de toutes ces énergies. C'est avoir conscience qu'on est plus que ce qu'on croit être aussi. Et ça demande effectivement d'aller dans cette transcendance, d'aller dans cette dimension de l'esprit qui est cette essence de nous-mêmes, quoi, qui est là. Hein, mais parfois, on a du mal à connecter. Donc, c'est comment connecter à ça et puis à tout le reste, justement, prendre conscience que c'est la synergie de toutes ces énergies ensemble qui crée cette énergie et cette puissance, finalement. On est tous singuliers, on a tous quelque chose à offrir au monde, on n'en a pas toujours conscience, mais quand on en prend conscience, c'est extraordinaire, quoi, je pense. Voilà, c'est prendre conscience qu'on est des êtres extraordinaires qui pouvons réaliser aussi des choses extraordinaires. Dans tous les domaines, hein, je ne parle pas que de records et de choses comme ça, mais on est tous chacun voilà, avec cette potentialité en tout cas. C'est réunir tout ça, voilà, réunir toutes ces dimensions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de réunir la dimension spirituelle avec la dimension du corps aussi. Parce que pour moi, c'est lié. Un athlète,
qui réalise un geste extraordinaire de fluidité, etc. Il ne se rend pas compte toujours, mais quelque part, il inspire les autres aussi à aller chercher ce qu'ils ont de plus beau à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, c'est ça l'inspiration. C'est faire ce qu'on sait être, enfin, devenir ce qu'on est pour pouvoir inspirer les autres à devenir ce qu'ils sont aussi. Ouais, il y a un grand pianiste qui disait, ben voilà, le leadership, inspirer les autres, se mesure au nombre d'yeux qui brillent quand on fait quelque chose. Voilà, quand on fait une prestation sportive C'est ou ça. musicale, etc. Ouais, Si c'est les yeux ça. brillent en face, on Ouais. inspire et là, on est dans le leadership, l'expression du potentiel. C'est un peu ce que vous dites. C'est ça. Et moi, je trouve ça magique parce que ça veut dire que chacun, pour inspirer, doit être pleinement lui-même. Ouais. On ne peut pas inspirer comme l'autre. Moi, je ne peux pas inspirer comme quelqu'un d'autre. Je peux inspirer que parce que je suis, en fait. On n'inspire que par ce qu'on est. Et c'est pour ça que finalement, les gens qui se réalisent dans un domaine ou dans un autre sont inspirants parce qu'ils viennent montrer qu'en étant dans son domaine et en étant pleinement soi-même, on peut inspirer les gens au-delà de soi-même, au-delà de son activité, au-delà de ce qu'on fait. Une musique peut m'inspirer pour mettre mon corps en mouvement parce que ça va chercher ça fait résonner quelque chose en moi. On a tous cette capacité d'inspirer le monde autour de nous. S'il devait y avoir 5 conseils concrets pour développer son énergie et sa vitalité, développer son énergie et sa vitalité pour les nuls, en 5 conseils, qu'est-ce que ce serait? Soyez conscient, être conscient de ce que vous êtes, être conscient de ce qui bloque encore en vous, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous ressentez dans votre corps parce que la vérité, elle est là, elle n'est pas à l'extérieur. C'est comme ça, hein, quand on parle d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est aussi écouter ses intuitions, et ça passe par le ressenti d'abord. Faites confiance à la vie, elle veut le meilleur pour vous. Et puis, voilà, laissez la joie circuler. Il n'y a rien de plus beau que la joie. Enfin, c'est un guide, quoi, aussi. Hein. Laissez cette joie vous emmener et faites-lui confiance. Je ne sais pas si ça fait 5, mais Si, non, mais c'est voilà. super et merci parce que c'est inspirant. Vous voyez, j'ai les yeux qui brillent et je souris, donc il y a du leadership là. Voilà. À l'inverse, dans la catégorie question pour les nuls, 5 conseils à suivre pour détruire son énergie et où ne pas la développer. Ce qu'il faut faire pour tout rater, en fait. Ne pas écouter les impulsions qui viennent de l'intérieur, ne pas écouter ne pas écouter son ressenti, ne pas se mettre en connexion avec soi-même. C'est croire que les autres aussi savent mieux que vous, alors qu'en fait, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il faut que les gens arrêtent de s'en remettre toujours à quelque chose d'extérieur qui aurait le savoir pour tout le monde. Essayez de regarder, de sentir à l'intérieur de vous-même ce que ça vous fait et écouter son ressenti. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de ne pas y arriver. Les croyances, par exemple, croire que c'est pas possible. Si vous croyez que c'est pas possible, ben ça restera impossible. Ne pas croire que les choses sont impossibles et se donner les moyens d'y arriver. Vous pouvez le faire, on peut le faire. Chacun d'entre nous a ce pouvoir d'agir en étant soi-même. Donc surtout ne pas croire que c'est impossible. Jean-Charles, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie s'il devait y avoir 3 valeurs essentielles aujourd'hui? L'harmonie, l'équilibre, la transcendance, la puissance et la singularité. La puissance, ça veut dire être pleinement soi-même. Je pense que chacun, quand il est pleinement lui-même, il incarne sa propre puissance de l'autre. Hein. C'est pas la puissance. C'est comment devenir puissant en étant dans sa propre singularité. C'est ça qui pour moi est. Voilà, ça c'est une valeur importante. L'harmonie parce que j'essaie de faire cette harmonie à l'intérieur de moi. Parce que je pense que c'est aussi la seule solution pour amener plus d'harmonie à l'extérieur. C'est d'abord de commencer par soi-même, quoi. Essayer de trouver cette harmonie, et cet équilibre. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de réconcilier aussi le spirituel et le matériel. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. On est là pour expérimenter des choses, réconcilier tous ces pôles qui parfois sont un petit peu segmentés, un petit peu séparés. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Puis la transcendance, voilà, c'est avoir conscience qu'on n'est pas des pauvres petits êtres chétifs soumis à des lois qui nous dépassent, mais qu'on est aussi des êtres de puissance qui pouvons changer et agir sur le monde. On est capitaine de notre destin. C'est ça. Capitaine de notre âme, oui, c'est ça, oui, capitaine de notre destin. Oui, j'aime beaucoup cette citation, très inspirant. Oui. Merci Jean-Charles. Jean-Charles, avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café? Je bois pas de café. Ou un thé vert ou une eau chaude? J'aime rencontrer des belles personnes, voilà, des gens authentiques qui ont quelque chose à partager. Et je pense, comme ce livre de la prophétie des âmes, je crois qu'on rencontre pas quelqu'un par hasard. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a quelque chose à partager avec lui. Probablement, on a quelque chose à lui apporter et cette personne a quelque chose à nous apporter. J'aime, voilà,
rencontrer des gens et avoir cet échange avec des gens authentiques et puis sans filtre aussi, sans peur et sans peur d'être jugé, sans peur Ouais. d'être démasqué entre guillemets, voilà, en étant pleinement soi-même, quoi. Après, les gens qui m'ont inspiré, ça a été des gens comme Mandela, Gandhi, Luther King, parce que c'est des gens qui ont su mobiliser des foules entières, qui ont su partager leurs rêves. C'est inspirant parce que c'est des gens qui ont un rêve tellement grand qu'ils peuvent entraîner tout le monde derrière eux. Vraiment une forme de leadership aussi, ça. D'apporter une D'avoir vision. cette vision, cette ouverture. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, ça, c'est des gens qui sont très inspirants. Voilà, l'énergie, c'est pas qu'un tout petit truc, Ouais. tout est énergie, hein, comme disait notre ami Einstein, tout est énergie. Donc, c'est pas juste l'énergie ci, l'énergie ça, c'est tout ça, c'est de l'énergie, tout est vibration, tout est énergie. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans la vie? À qui avez-vous envie de dire merci? Alors, j'ai envie de dire merci à mes parents. J'ai envie de dire merci à la vie d'une manière générale. J'ai beaucoup de gratitude quand je suis bien, quand je suis dehors, quand je suis dans la nature. Et c'est génial parce que c'est agréable d'abord et ça me nourrit. Aujourd'hui, j'ai envie de ressentir de plus en plus fort et de plus en plus souvent ce sentiment de gratitude parce que je pense que c'est un sentiment qui emmène très loin. J'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais athlète, par exemple, j'étais tout le temps projeté sur... Je gagnais quelque chose et je me projetais tout de suite sur ce que j'avais à gagner pour la suite, quoi. J'avais du mal à être dans cette gratitude, justement, de remercier pour ce que j'avais. Et aujourd'hui, je crois que ça fait partie des choses que j'ai évolué, que j'ai vu évoluer aussi en moi. Je pense aujourd'hui être de plus en plus dans cette gratitude et pour la vie que j'ai et la vie que j'ai menée, et les épreuves que j'ai eues et les belles choses que j'ai vécues. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Ouais. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement tout de suite et améliorer leur vie et leur quotidien? Développer la gratitude et prendre conscience de leur puissance pour pouvoir aussi poser des intentions suffisamment claires et élevées. Ne vous limitez pas, rêvez grand et agissez en conséquence. Et la vie, elle vous tend les bras. Vous êtes plus que ce que vous croyez et ayez conscience de ça, ayez confiance en vous, confiance dans la vie aussi. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? Le héros de sa propre vie, c'est d'abord se reconnaître en tant que tel, s'accepter tel qu'on est, mais complètement dans toutes ses dimensions physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Prendre conscience que vous êtes tout ça et que tout ça, c'est précieux. C'est l'accepter pleinement qui fera de vous le héros de votre vie, en fait. Accepter toutes ces dimensions de vous-même et reconnaître votre propre pouvoir sur vous-même. Merci Jean-Charles. Et vos potentialités, hein, pas que le pouvoir mental, hein, mais vos potentialités aussi. Ouais. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? C'est la capacité à se brancher sur son âme, justement. Pour moi, c'est justement on a tous une force d'âme. On a cette part de nous qui nous relie au divin, à l'univers. En nous, on a ça. Et donc, la force d'âme, c'est d'avoir conscience que tout est là, quoi. On a chacun la possibilité de se connecter à cette partie de nous, c'est avoir cette conscience que c'est là et que ça nous tend les bras et qu'on a juste à retrouver cette connexion, je dirais. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci Marc. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.